bouge pas. OK, je pense que c'est bon. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire sur les assurances personnelles. Il est midi, alors on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, le sujet du jour, les assurances personnelles. Donc, on parle bien d'assurance privée, d'assurance de particulier. Donc, on ne parlera pas d'assurance corporative aujourd'hui, pas d'assurance d'entreprise, ni d'assurance de biens, donc auto, maison, et ni d'assurance collective. Donc, je vous préviens dès le début aussi qu'il ne sera pas nécessaire de prendre des notes. La présentation sera disponible là, pour écoute donc, par la suite. Pour commencer, on peut s'entendre sur une petite chose toute simple. C'est risqué de bâtir un patrimoine sans le protéger. L'assurance, donc, c'est un besoin qui n'est pas applicable à tout le monde, mais c'est quand même essentiel de savoir si et quand on en a besoin, et c'est vraiment ce qu'on va regarder là aujourd'hui. À l'ordre du jour, on va commencer par une petite introduction, une mise en contexte, puis ensuite on va discuter donc des 4 principaux types d'assurance personnelle qu'on retrouve sur le marché, à savoir l'assurance vie, l'assurance invalidité, l'assurance maladie grave, l'assurance soins longue durée. Alors, sans plus tarder, souscrire une assurance, c'est quoi? En fait, c'est une stratégie de gestion du risque. Donc, tout comme l'acceptation du risque, lorsque quelqu'un dit ben, il va y arriver ce qui va y arriver, c'est accepter le risque, c'est une stratégie. Une autre stratégie de gestion du risque pourrait être l'évitement du risque. Donc, quand quelqu'un dit je vais maintenir un mode de vie sain, comme ça je vais vivre vieux en santé. Donc, souscrire une assurance, là, c'est vraiment transférer, c'est partager en fait le risque avec une compagnie d'assurance. Donc, on paye l'assureur pour qu'il assume nos besoins et les conséquences financières du risque quand celui-ci va devenir réel. Mais qu'est-ce qu'on risque vraiment? Parce qu'au final, on est tous dans notre petit quotidien, le travail, les amis, la famille, les loisirs. Qu'est-ce qui pourrait venir là chambouler l'ordre des choses? En fait, c'est une maladie, ça pourrait être un accident, ça pourrait être un décès. Personnellement, je préfère regarder l'assurance comme quelque chose qui rend une catastrophe moins catastrophique plutôt que de se concentrer sur la peur. Donc, c'est vraiment une solution pour la paix d'esprit. Et vraiment, là, quand on sait que nos proches ne manqueront de rien, quand on a conscience que notre salaire est assuré pour le restant de notre vie active, quand on sait que si on se fait diagnostiquer un cancer demain matin, il y a 200-300 000 $ qui nous attendent pour se concentrer sur notre guérison et se procurer les meilleurs soins, on dort vraiment mieux la nuit. Donc, c'est pour ces différents risques que les compagnies d'assurance ont créé différents types d'assurances qui répondent à ces risques. Donc, les noms sont plutôt explicites. L'assurance vie, l'assurance maladie grave, donc ça fonctionne par versement forfaitaire. Donc, c'est un paiement qu'on va recevoir en général une seule fois. Tandis que l'assurance invalidité, l'assurance soins longue durée, donc ça procure des rentes. C'est des paiements qui sont périodiques. Donc, dans cette stratégie de gestion de risque, de transférer, de partager le risque avec un assureur, les compagnies d'assurance, pour assumer ce risque avec vous, elles ont mis en place certains critères, certaines exigences. Donc, ils se basent vraiment là sur les tables de mortalité, les vraies statistiques de la population canadienne. Et donc, on remarque que du côté de l'assurance vie, les femmes vont être avantagées parce qu'elles vivent plus longtemps. C'est vraiment les statistiques. Du côté de l'assurance invalidité, bien entendu, en fonction du type d'emploi qu'on occupe, les tarifs vont varier. Et du côté de l'assurance maladie grave, par exemple, l'hérédité, c'est quelque chose qui a une plus grande importance, évidemment, parce qu'il y a certaines maladies qui se transmettent là, tout simplement par le sang, par l'hérédité. Donc, on va commencer avec l'assurance vie. Ça va être le premier bout de la présentation aujourd'hui. C'est celui sur lequel on passera le plus de temps et on poursuivra ensuite avec les autres types d'assurance. Donc, l'assurance vie, ça répond à un risque qu'on ne peut pas éviter. Donc, on sait tous qu'on va finir par quitter ce monde à un moment donné. Et une autre variable à prendre en compte, c'est le fait que les êtres humains vivent vraiment de plus en plus vieux. Donc, c'est quoi l'impact d'un décès là? Bien entendu, c'est un impact qui est émotionnel, donc c'est une perte là, pour la famille, pour les proches, mais ça devient vite un impact financier, surtout quand il faut aller chez le notaire. Il faut régler la succession.
Il faut distribuer l'héritage et il faut tout mettre en ordre chez Revenu Canada. Donc, dans certains cas, ça peut même devenir encore plus complexe quand, par exemple, il faut continuer de supporter la famille. On se retrouve avec un seul salaire au lieu de deux. Parfois, on se retrouve aussi à payer une hypothèque donc, qui pourrait peut-être être trop importante là, pour une seule personne à assumer. Donc, on voit que les besoins au niveau de l'assurance vie sont différents d'une situation à l'autre. Donc, si on prend l'exemple d'un jeune professionnel, père de famille, et l'exemple d'un jeune retraité de 60 ans, ce n'est pas les mêmes choses qui vont nous inquiéter lors du décès de cette personne-là. Donc, c'est des décès qui n'ont pas les mêmes conséquences financières. Donc, il y a des besoins qui sont définitivement temporaires, comme rembourser une hypothèque, assumer les études des enfants, assurer une pension alimentaire après un décès ou maintenir le niveau de vie de la famille. Et il y a des besoins qui sont vraiment permanents, comme la volonté de laisser un héritage, en vouloir en laisser plus pour nos proches et moins à l'ARC, par exemple, ou protéger la valeur de son parc immobilier, ça pourrait être aussi un exemple de besoin sur le long terme. Donc, il faut vraiment faire le balance là, entre les besoins temporaires et les besoins permanents. Donc, aujourd'hui, on va commencer par regarder l'assurance vie temporaire, justement, qui répond à ces besoins temporaires-là. Donc, l'assurance vie temporaire, qu'est-ce que c'est? C'est une assurance d'une certaine durée. Donc, en général, ce qu'on retrouve sur le marché, c'est 10 ans, 20 ans ou bien jusqu'à un certain âge. Donc, la prime et la protection ne changent pas. Et si on décède pendant cette période, eh bien, le montant de capital décès qui a été choisi est versé libre d'impôt à notre bénéficiaire ou à notre succession. Si jamais l'assurance arrive à échéance et qu'on est toujours vivant, alors soit notre risque n'existe plus parce qu'on aura eu une bonne planification, soit, et à ce moment-là, on va pouvoir annuler l'assurance, soit l'assureur va nous proposer deux choses. Premièrement, de renouveler le contrat pour la même durée. Donc, il faut savoir que c'est un renouvellement qui se fait sans preuve de santé, donc pas besoin de faire d'examen médical. Et la prime va augmenter car on va nous réassurer en fonction de l'âge qu'on a atteint au renouvellement. La deuxième option, c'est de transformer le produit, donc la protection temporaire qu'on avait, en une protection permanente pour la vie. Là encore, on a l'option de le faire sans passer par l'examen médical et également la prime va augmenter du fait qu'on soit tarifé là à l'âge atteint à la demande. Donc, en temps normal, si la planification elle a été faite correctement, on ne renouvelle pas une assurance temporaire. C'est vraiment couvrir un besoin qui est temporaire et qui lui aussi devrait arriver à échéance. La dernière chose à savoir du côté de l'assurance temporaire, c'est que à tout moment, vous avez la possibilité donc de réduire ou d'augmenter le capital d'essai du contrat. Les pour et les contre, les avantages et les inconvénients. L'assurance temporaire, c'est l'assurance qui est vraiment la moins chère sur le marché comparée aux protections permanentes. Et quand on parle de la différence de prix, elle est quand même importante. Le deuxième avantage qu'on peut lui trouver, c'est vraiment le fait qu'on puisse l'adapter donc en fonction d'un besoin précis. Le contre, l'inconvénient de l'assurance vie temporaire, c'est que habituellement, à partir de 65 ans, ça va être difficile, voire impossible de se faire assurer par un assureur. Et le deuxième gros inconvénient de ces contrats-là, c'est qu'à la fin de la période, à la fin du terme, votre police, elle n'a aucune valeur. Donc, c'est vraiment, on a payé pendant 10 ans ou pendant 20 ans, à la fin, c'est fini, c'est tout. Dans quel cas on l'utilise? Donc, comme on l'a mentionné, c'est vraiment pour couvrir des risques qui vont disparaître à un certain âge ou à une certaine période de notre vie. Donc, des risques décroissants qui vont devenir moins importants au fil des années, comme les prêts, comme les hypothèques. Et l'assurance temporaire, c'est aussi là un produit sur lequel se rabattent les personnes qui n'ont pas les liquidités nécessaires pour souscrire une police permanente. À ce moment-là, il faut vraiment faire une planification qui est quand même très serrée parce qu'on ne veut pas se retrouver là à renouveler à un prix exorbitant notre assurance vie temporaire. Alors, on va poursuivre avec les assurances vie permanentes. Il y en a 3 types. Okay? L'assurance vie T100, l'assurance vie entière et l'assurance vie universelle. Donc, toutes les 3, elles vont nous protéger pendant toute la vie, mais elles n'ont pas les mêmes caractéristiques. Alors, la première qu'on regarde aujourd'hui, c'est l'assurance vie T100.
Elle est classée donc parmi les assurances permanentes, mais son nom d'essence, c'est temporaire 100 ans. Donc, c'est vraiment un mélange entre du temporaire et du permanent. C'est la plus classique, la plus basique des assurances vie permanentes. Et donc, couverture pour la vie, capital décès, prime garantie. Qu'est-ce qui se passe à 100 ans? À 100 ans, les primes, elles cessent. Et en général, le capital décès, il va être versé au décès de l'assuré. Dans certains cas, dans les anciennes polices, le capital décès pouvait être aussi versé à 100 ans. Donc, vraiment, là, ça porte son nom. C'est une temporaire 100 ans, donc un mélange de temporaire et de permanent, d'où le nom du produit. On l'utilise quand on a besoin d'un montant d'assurance fixe à travers le temps et surtout quand on est certain de ne jamais résilier notre contrat. Parce que l'assurance vie temporaire 100 ans, il n'y a pas de valeur de rachat, donc on ne veut pas se retrouver à avoir payé le contrat pendant 20, 30, 40 années, puis finalement dire on l'annule, puis avoir tout payé, tout ça pour rien. Bien évidemment, on protège notre risque de mourir, mais il y a d'autres solutions qui sont plus adéquates si jamais on prévoit à un moment donné de résilier probablement le contrat ou on peut timer là, nos besoins avec l'assurance temporaire. Donc vraiment là, on souscrit cette assurance-là quand on est sûr qu'on la résiliera jamais. L'assurance vie entière maintenant, qu'est-ce que c'est? Deuxième type d'assurance vie permanente qu'on regarde aujourd'hui. Donc, elle a été conçue pour ceux qui, à la base, ont besoin d'assurance permanente, donc besoin d'une couverture sur la vie, mais qui pourraient se retrouver à un moment donné dans l'éventualité où ils n'auraient plus besoin d'assurance vie. Donc, à ce moment-là, avec l'assurance vie entière, ce qu'on fait, c'est qu'on peut annuler le contrat et récupérer quelques sous. C'est ce qui s'appelle la valeur de rachat du contrat. Cette valeur de rachat, elle provient du fait qu'il y a une réserve actuarielle qui est créée par l'assureur et qui permet d'uniformiser les primes du contrat. C'est-à-dire, les premières années du contrat, le montant de la prime qui est payée, qui est versée au contrat, elle dépasse le montant, en fait, le coût du risque. Donc, il y a un excédent qui est créé au début du contrat qui vient combler le déficit en fin de contrat et qui permet d'uniformiser, d'aplatir la prime de façon à ce qu'elle soit constante pour toute la vie. Donc, il existe des contrats d'assurance vie entière qu'on appelle avec participation. Dans ces contrats-là, ce qui se passe, c'est que la compagnie d'assurance nous reverse une portion de cette réserve actuarielle qu'elle investit. Et donc, avec ces participations, qui ne sont pas garanties, je le précise, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire plusieurs choses. On peut servir des participations pour réduire les primes du contrat. On peut s'en servir pour acheter de l'assurance libérée, donc de l'assurance qu'on n'aura plus jamais besoin de payer, ou on peut acheter également de l'assurance temporaire. Donc, beaucoup d'options qui rendent ce produit très intéressant et très, très souple, très flexible. Les pour et les contre. Donc, le gros pour de l'assurance vie entière, c'est qu'il y a une valeur de rachat qui est associée au contrat. Donc, si jamais on décide de résilier la police, on va pouvoir repartir donc avec une petite somme d'argent. Le deuxième gros avantage, c'est dans les contrats avec participation, c'est vraiment d'être en mesure de recevoir là une partie des bénéfices de la compagnie d'assurance. Puis on sait qu'ils en font des bénéfices. Donc, ça peut être quand même quelque chose de très intéressant. C'est des contrats qui coûtent un petit peu plus cher, mais on le voit là à travers le temps, la capitalisation qui se fait dans le contrat, c'est vraiment très intéressant. Comme je vous l'ai dit, les participations ne sont pas garanties, mais elles sont moins volatiles que des placements traditionnels. Donc, si on choisit un contrat d'assurance vie entière avec participation, on peut quand même s'attendre à recevoir des participations de façon régulière, même si elles ne sont pas garanties. Le contre, les inconvénients. Premièrement, c'est un contrat qui est plus cher, relativement plus cher que l'assurance vie temporaire. Et comme je vous l'ai précisé, donc les participations ne sont pas garanties. Donc, c'est difficile de savoir si on a un contrat avec participation, quel montant de capital d'essai là on aura obtenu à la fin de notre vie. Comment on l'utilise? Pour qui est-ce qu'elle est faite? Donc, c'est un produit, l'assurance vie entière, qui, bien entendu,
est utilisé pour faire face à des risques qui sont sur le long terme. On peut s'en servir pour régler l'impôt au décès. Ce qui est très intéressant aussi, c'est d'acheter un contrat d'assurance vie entière très tôt à un enfant et d'utiliser les participations pour acheter de l'assurance libérée. Donc, à ce moment-là, c'est que si jamais on se retrouve dans le futur, avec des problèmes de santé, ben, on aura quand même de l'assurance qui sera payée pour la vie. Donc, évidemment, là, ça permet de garder une certaine paix d'esprit. Le fait que les participations sont versées au contrat, dans les contrats avec participation, ça fait qu'on peut augmenter aussi le capital d'essai sur le long terme. Donc, encore une fois, ça peut être un avantage si jamais on sait qu'on va avoir des besoins grandissants en assurance. L'assurance vie universelle. Donc, ça, c'est le troisième type d'assurance vie qu'on regarde aujourd'hui. C'est celle qui dispose d'un compte de placement à l'intérieur du contrat. Donc, il est vraiment là possible d'investir de l'argent dans le contrat d'assurance. C'est de l'argent qui va croître à l'abri de l'impôt, sous réserve de certaines limites, bien évidemment. Tout ce qui est enregistré, qui a des avantages fiscaux, le gouvernement a l'habitude d'appliquer certaines limites, donc comme on peut le voir dans un REER ou dans un CELI. Donc, les avantages de l'assurance vie universelle. Donc, c'est vraiment là le fait qu'on ait ce compte de placement qui apporte une grosse souplesse. Parce que si le compte de placement est positif, la balance est positive, il y a des sous là-dedans, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire à la compagnie d'assurance, ben, va chercher l'argent dans le compte de placement pour payer mes prémices. Donc, on pourrait à un moment donné libérer temporairement ou indéfiniment la police pour qu'elle se paye d'elle-même à même le compte de placement. On peut aussi donc augmenter le montant des dépôts qu'on fait, vu qu'on a une certaine limite d'argent qu'on peut placer dans le produit. Les inconvénients. Ce sont des primes qui sont relativement chères, de la même façon que l'assurance vie entière. L'assurance vie universelle est légèrement moins chère que l'assurance vie entière, mais elle reste quand même relativement plus chère que l'assurance vie temporaire. OK? Et un autre inconvénient, ben, on a un compte de placement, fructifié à l'abri de l'impôt, il faut surveiller tout ça, bien évidemment, parce que ce qu'on ne veut pas là, c'est d'aller payer des frais à l'ARC, on leur en paye déjà assez. Donc, comment on l'utilise? J'aime bien ce petit schéma parce que ça simplifie les choses. Donc, vous déposez de l'argent dans la police. Il y a les frais de dépôt qui vont être retirés de ce montant-là. Le dépôt va être affecté donc au compte de placement en fonction de vos choix. Donc, c'est vraiment vous avez le choix de choisir dans quel type de produit, la répartition d'actifs de votre compte de placement. Et ensuite, l'assureur va venir chercher le coût de votre assurance dans ce compte de placement-là pour maintenir votre protection d'assurance en vigueur. Et le reste, la différence du montant va rester investi à l'abri de l'impôt sous certaines réserves, comme je vous l'ai mentionné. Bon, je voulais faire on ne va pas rentrer trop dans les détails par rapport à la valeur de rachat, mais je pense que c'est important d'en parler dans le cadre de l'assurance vie entière et vie universelle. Donc, il y a ce principe de valeur de rachat. La valeur de rachat, là, c'est vraiment le montant que l'assureur va nous remettre si jamais on résilie notre contrat. Et par rapport à cette valeur de rachat, il y a certaines règles fiscales importantes. Donc, je voulais juste vous en toucher un petit mot, mais comme je vous dis, on ne rentrera pas dans les détails. Pour l'assurance vie universelle, la valeur de rachat, ça correspond à la valeur du compte de placement, moins les frais de rachat. Ça, c'est très simple. Pour l'assurance vie entière, la valeur de rachat, c'est quoi? C'est la partie juste ou équitable de la réserve actuarielle, moins les frais de rachat. Donc là, du côté de l'assurance vie entière, la valeur de rachat, vous ne pouvez pas la deviner. Il faut vraiment prendre contact avec l'assureur et lui demander c'est quoi ma valeur de rachat, parce que la partie juste ou équitable de la réserve actuarielle, c'est des calculs actuariels qui sont propres à la compagnie d'assurance, etc., etc. Donc, c'est relativement opaque. Il faut faire la demande pour avoir le montant. Comment on accède à cette valeur de rachat? Donc, la première option, c'est de la retirer. Quand on la retire, c'est une annulation du contrat. Donc, si on la retire complètement, le contrat, il est terminé. Si on la retire partiellement, on diminue le montant d'assurance qu'on a dans le contrat. OK? C'est un rachat. La deuxième façon d'accéder à la valeur de rachat, c'est d'obtenir une avance sur police. Donc, vous avez une valeur de rachat à l'intérieur de votre contrat. On appelle l'assureur, on dit, moi, j'aimerais bien retirer ma valeur de rachat, mais je ne veux pas racheter mon contrat.
je veux juste l'emprunter, cette valeur de rachat, je vais la remettre dans le contrat ultérieurement. À ce moment-là, l'assureur, il va vous le prêter. Il va vous prêter la somme, la valeur de rachat, la somme à laquelle elle correspond, et il va vous charger un intérêt sur ce montant-là. Si jamais vous décédez et le montant, l'avance sur police n'est pas remboursé, eh bien, on va simplement réduire le capital d'essai du montant que vous avez emprunté au contrat. La troisième option pour accéder à une valeur de rachat, et c'est vraiment l'option la moins coûteuse, c'est de céder le contrat en garantie d'un prêt. Moins coûteuse, c'est vraiment on emprunte, on cède en garantie d'un prêt qu'on va utiliser pour faire de l'investissement, donc pour placer de l'argent, pour faire de l'immobilier, etc. Parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir déduire nos intérêts. Donc, on emprunte dans le contrat, l'assureur nous charge des intérêts, on utilise l'argent qu'on a emprunté pour faire de l'investissement et on déduit les intérêts. Au niveau du rachat d'un contrat ou quand on change de titulaire, ce qui est important de savoir, c'est que fiscalement, ça correspond à une disposition, sauf si on fait un roulement au conjoint ou aux enfants avec certains critères, là, mais c'est vraiment une disposition. Et dans le cadre d'une disposition en assurance, on a de l'impôt à payer sur le gain, donc le montant de la valeur de rachat, moins le coût de base rajusté. Si ce montant-là est positif, on va être imposé sur ce montant-là et ce n'est pas du gain en capital, c'est du revenu. Donc, ça pique un petit peu plus. Le coût de base rajusté du contrat, donc tout contrat qui a une valeur de rachat a un coût de base rajusté associé. Parfois, il peut être nul, mais le coût de base rajusté, là encore, là, je vous ai mis la formule. On ne va pas rentrer dans les détails, il suffit de contacter l'assureur. Quel est le coût de base rajusté associé à mon contrat? Ils vont demander au département fiscal et ils vous reviennent avec la réponse. Voilà, donc ça fait le tour du premier bloc sur l'assurance vie. Je trouvais intéressant de mettre un petit peu là en lumière les raisons qu'on aurait de revoir notre assurance vie. Il y en a énormément, mais l'essentiel à retenir, c'est que l'assurance vie, on veut la réviser quand on a des changements. Quand on a des changements dans notre situation, dans notre vie, par rapport à notre travail, par rapport à nos parents, nos enfants, la famille, le budget, etc., etc. Donc, dès qu'on a un gros changement, on veut juste s'assurer qu'on a le bon montant d'assurance vie, que si jamais il se passe quelque chose, eh bien, nos souhaits, là, nos derniers souhaits vont être réalisés. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau avant qu'on continue avec l'assurance invalidité. Alors, l'assurance invalidité. Je vais vous poser une petite question, mais c'est une question facile parce que la réponse est écrite en grand en rouge sur l'écran, donc vous n'avez pas besoin de réfléchir. Imaginons qu'un jeune client de 30 ans vienne me voir pour discuter de l'assurance invalidité. La question c'est, à 65 ans, si ce client a fait un salaire de 100 000 $ indexé de ses 30 à ses 65 ans, combien il aura gagné au premier jour de sa retraite? La réponse, c'est 5,5 millions, en effet. On peut poser la question différemment. Mettons qu'on prenne un client qui vient me rencontrer et qui a 45 ans. Donc lui, à ce moment-là, il lui resterait 20 ans à travailler. On parle quand même de 2,5 millions de $. Donc, c'est la façon dont j'aime aborder l'assurance invalidité. On comprend son importance quand on prend du recul. Donc, en assurance invalidité, il y a des gens qui sont chanceux parce qu'ils ont une couverture qui est collective, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la couverture collective, elle est conditionnelle à l'emploi. Donc, si jamais on tombe invalide pendant qu'on est en transition d'emploi, mais notre assurance collective, elle n'embarque pas. Tomber invalide. Ce n'est pas seulement avoir un accident, devenir tétraplégique. Il peut s'agir d'une maladie incapacitante, il peut s'agir de schizophrénie sévère, il peut s'agir de la maladie de Crohn. Donc, on parle vraiment d'être invalide dans le sens de ne pas pouvoir se lever tous les matins pour aller travailler. Et l'impact d'une invalidité sans assurance, ça peut être vraiment désastreux. Donc, on serait contraint d'aller creuser dans notre épargne pour assumer de nouvelles dépenses et on va voir que notre mode de vie, notre lifestyle va diminuer parce que justement, on ne peut pas se permettre les mêmes dépenses. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'assurance invalidité? Comment elle nous protège? En général, une fois qu'on tombe invalide,
C'est une rente mensuelle, donc on obtient de l'assureur une rente mensuelle d'environ 70-85% de notre salaire brut. C'est un montant qui va être versé libre d'impôt. Il y a un montant maximal qu'on peut souscrire de couverture. Donc là, souvent, on pense aux médecins ou même des chefs d'entreprise. Donc, on peut assurer son salaire jusqu'à 80-85%, mais dans une certaine limite. Donc, en général, le montant maximal d'assurance qu'on voit sur le marché actuellement, c'est entre 20 et 25 000 $ maximum par mois. Donc, ça fait quand même une belle rente annuelle, mais c'est vraiment le maximum qu'on voit. Au-delà de ça, c'est difficile d'assurer son salaire. Les primes sont uniformes, elles sont garanties, donc on paye le même montant jusqu'à nos 65 ans en général. Comme je vous l'avais mentionné plus tôt, au niveau des catégories professionnelles, donc le coût va varier en fonction du métier qu'on pratique. Bien évidemment, on s'entend que quelqu'un qui travaille en construction a beaucoup plus de chances de se blesser que moi, par exemple. Et petite chose à mentionner aussi du côté de l'assurance invalidité, c'est rare qu'il y ait une exigence fiscale quand on souscrit l'assurance, mais par contre, à la réclamation, l'assureur, il va vous demander une petite déclaration d'impôt pour voir si le montant que vous réclamez n'est pas, par exemple, 2-3 fois supérieur en fait au salaire que vous faisiez avant de tomber invalide. Du côté de l'assurance invalidité, il y a plusieurs garanties. Donc, ce sont des garanties qui soient soit standards au contrat, soit facultatives. La première, qui est bien standard, qui est pour toutes les assurances là, de prestations du vivant, c'est l'exonération des primes en cas d'invalidité. Donc, si jamais vous travaillez, vous tombez invalide, vous faites une réclamation, pendant votre invalidité, votre contrat va être exonéré de primes. Donc, vous n'avez pas besoin de continuer à verser votre contrat. Parce que vous pourriez, par exemple, être invalide pour 2 ans ou 3 ans seulement. Donc, une fois que votre invalidité est terminée, là, vous pouvez recommencer à payer les primes du contrat. Un autre avenant qui est très intéressant, c'est l'avenant de remboursement des primes, donc après un certain délai ou au décès. À chaque fois qu'on a un remboursement des primes, c'est un remboursement qui se fait, qui n'est pas imposable. Donc, l'assureur peut, à un moment donné, donc c'est un choix, là, on peut choisir un contrat d'invalidité qui a une option de remboursement des primes. Bien évidemment, on va payer légèrement plus cher. Et un autre avenant qui est intéressant, c'est l'avenant du redressement en fonction du coût de la vie. Donc, mettons, j'ai souscrit un contrat d'invalidité il y a 10 ans. 10 ans plus tard, je tombe invalide, je fais ma réclamation, mais le montant que je vais recevoir, dans ce cas-là, ça ne va pas être le montant, la rente que j'avais choisi quand j'ai acheté le contrat, ça va être la rente que j'ai choisie quand j'ai acheté le contrat, indexé avec les 10 dernières années, donc un montant plus important. L'assurance maladie grave maintenant, donc encore une assurance qui porte bien son nom. L'assurance maladie grave, ça couvre donc des maladies graves. C'est quoi des maladies graves? Alors, il y a 4 principales maladies qui sont le cancer, la crise cardiaque, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, et la chirurgie coronarienne, ça a à voir avec le cœur. Donc, en général, 85 à 90% des demandes de règlement qui sont soumises par les gens en maladie grave couvrent ces 4 maladies. Fait que si jamais vous avez... En gros, là, c'est ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous avez une maladie grave, il y a 85 à 90% de chances que ce soit une de ces 4 maladies. Donc, les contrats qui sont simples couvrent seulement ces 4 maladies. Il existe des contrats sur le marché qui sont un petit peu plus exhaustifs et qui vont couvrir 25 maladies. Donc là, c'est vraiment 25 maladies qui apparaissent à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même la maladie d'Alzheimer qui est prise en compte, qui est là-dedans, maladie de Parkinson également, sclérose en plaques, on en voit quand même, etc., etc. Donc, comment ça fonctionne, l'assurance maladie grave? Eh bien, tout simplement, c'est qu'on souscrit là une couverture pour un montant qu'on choisit, donc entre 10 000 et 2 millions de $. Moi, personnellement, j'ai une assurance maladie grave de 200 000 $ parce que le jour où on m'a dit qu'un Canadien sur 2 aurait une maladie grave au cours de sa vie, je me suis dit, OK, un Canadien sur 2, là, ça veut dire que si on est 10 dans une pièce, c'est 5 personnes sur les 10 qui risquent d'avoir une maladie grave. Ça fait quand même beaucoup. Donc, je suis relativement jeune, trentaine, mais ça n'empêche que je suis quand même à risque aussi.
Comment ça fonctionne au niveau des prestations? Donc, c'est vraiment d'obtenir un diagnostic là, du médecin. Donc, on contacte l'assureur. « Hey, j'ai eu un diagnostic d'une maladie grave. Voilà le diagnostic du médecin. » Et là, on reçoit notre montant libre d'impôt dans notre compte bancaire. C'est aussi simple que ça. Donc, à la souscription, il peut y avoir une exigence médicale en fonction du montant qu'on choisit. Les montants qui sont relativement bas, on n'a pas nécessairement besoin de répondre à des questions ou de passer chez le médecin, mais plus le montant augmente, et bien évidemment, plus on va se faire questionner là sur notre historique médical. Et comme je vous l'avais précisé, l'assurance maladie grave, il faut faire attention à l'hérédité. Donc, si on coche, il faut vous poser la question, avez-vous des membres de votre famille qui ont déjà eu cancer, diabète, etc. Ils vont vouloir creuser un petit peu plus si la réponse est oui. Bon, même chose que pour l'assurance invalidité, il y a plusieurs garanties qu'on peut rajouter au contrat. Donc, là encore, on peut aussi avoir un remboursement des primes au décès. C'est des contrats qui coûtent plus cher, mais ça peut être très avantageux pour ceux qui n'aiment pas trop là, le fait que parfois en assurance, on paye dans le vide. L'assurance soins longue durée maintenant. Donc ça, c'est vraiment une assurance qui vient protéger la perte d'autonomie. Je la trouve un peu tricky parce que les critères sont très, très précis. On va les regarder tout de suite. L'assurance soins longue durée, en gros, on va vous verser votre prestation si jamais vous n'êtes pas capable d'effectuer 2 sur les 6 activités que vous voyez à l'écran. Donc, s'habiller, se laver, aller aux toilettes, se déplacer, s'alimenter, contrôler sa continence. Donc, quand on lit ça, on dirait qu'on parle d'un bébé, là, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment assurer une protection dans l'éventualité où on n'est plus autonome, où on a vraiment besoin de quelqu'un pour faire nos tâches, pour faire nos activités de la vie quotidienne. Donc, 2 sur 6. Pas 1 sur 6, 2 sur 6. C'est pour ça que je la trouve un peu tricky. Parce qu'on pourrait, par exemple, ne pas être capable de s'alimenter. C'est quand même très grave, mais on ne serait pas admissible à l'assurance soins longue durée. Il faudrait vraiment en rajouter une deuxième. Donc, comment ça fonctionne? Ça dépend des contrats, ça dépend des assureurs. Ça peut être des versements qui sont faits directement aux fournisseurs de soins, donc la maison de santé, la maison de repos. On fournit les factures, on fournit les reçus, ou on peut aussi se faire rembourser directement les dépenses que nous, on paye. Donc, le remboursement peut se faire à la personne qui a souscrit l'assurance, ou une autre façon encore de voir l'assurance à longue durée, ça peut être aussi un revenu mensuel ou hebdomadaire qui est versé au compte bancaire de l'assuré. Alors, l'assurance soins longue durée, du côté des primes, elles ne sont pas garanties. OK? Jamais. Ça veut dire que quand on souscrit un contrat d'assurance soins longue durée, ça se peut qu'à un certain moment, l'assureur vous appelle, vous recevez une petite lettre et qui vous dit on a révisé un petit peu là nos statistiques, nos tables, etc., etc. Le coût va augmenter. Donc, vous allez toujours savoir à quel moment vous pourriez recevoir ce genre de lettre, mais ça va toujours être écrit dans le contrat que les primes ne sont pas garanties. Certains assureurs vous disent que tous les 5 ans, ils vont faire la réévaluation du contrat. Pour l'assurance soins longue durée, il y a une exigence médicale à la souscription. Ça, c'est vraiment rare qu'il n'y en ait pas. Donc, exigence médicale, questionnaire médical, un petit pipi, une petite prise de sang. On veut juste s'assurer que la personne n'ait vraiment là aucune prédisposition pour ne pas avoir à verser en fait, être certain de verser l'assurance soins longue durée à un moment donné. Même chose qu'en invalidité, en maladie grave, ce sont des contrats qui sont toujours dotés de plusieurs garanties, là, des options un petit peu à la carte. Et dans ce cas-là aussi, on a l'option d'acheter un contrat qui va nous rembourser les primes au décès. Encore une fois, c'est un remboursement qui se fait sans impôt. Donc, on est allé à l'essentiel pour les 4 principaux types d'assurance qu'on voulait voir aujourd'hui. On voit bien sur ce graphique qu'il y a une évolution des besoins en assurance en fonction de l'âge.
Donc, à 30 ans, à 60 ans, les 4 types d'assurance qu'on a regardés n'ont pas du tout la même pertinence. Donc, le plus important, c'est vraiment là, c'est de déterminer le bon produit, la bonne protection pour le bon bénéficiaire au bon prix et en fonction des objectifs de vie. Donc, le marché, l'industrie de l'assurance, c'est un marché qui est quand même diversifié. Diversifié dans le sens où chaque compagnie d'assurance a un petit peu là sa propre recette. Il y a des compagnies qui sont meilleures pour un type de protection. Donc, pour de l'invalidité, on va aller voir RBC, on va aller voir Manuvie. La maladie grave, Sun Life sont quand même très, très, très bons là-dessus. Donc, en fonction du type de produit, on veut se concentrer sur un assureur ou sur un autre parce qu'on sait que par rapport à ce type de produit-là, par exemple, leur service à la clientèle, il est reconnu pour être hors pair. Donc, certes, parfois, là, on peut penser qu'on va y aller pour le produit le moins cher, mais je vous assure que si jamais vous faites une réclamation et vous vous retrouvez avec une compagnie d'assurance qui est moins, qui est moins habituée à vendre ce type de contrat, à gérer ce type de contrat, ça peut être un petit casse-tête. Donc, nous, à l'avance, quand on fait l'analyse pour les clients, on sait aussi déjà, en fonction du type du produit, du type de besoin, vers qui on va s'orienter. Alors ça, c'est un petit teaser pour la prochaine présentation qu'on va faire en assurance. Ça va être une présentation sur les assurances, sur les stratégies pour entreprises. Donc, ça aura sûrement lieu au mois de février, dernier jeudi du mois comme d'habitude. Donc, à suivre. Et voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui de ce que je voulais vous partager. Donc, maintenant, on va regarder s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions dans le chat. Christelle, il y a eu une personne qui m'a demandé par contre si la vidéo présentation serait disponible. J'ai répondu que oui, directement sur le site web une fois que la présentation va être approuvée. Absolument. On va la mettre sur le site Internet, elle sera disponible. Puis surtout, il ne faut pas hésiter là, à nous contacter si jamais il y a des questions, des besoins. On est là pour ça. Mais il n'y avait pas autre chose pour le moment. Non, pas pour l'instant. Bon. Alors, s'il n'y a pas de questions, je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas si Guy est présent. OK. Bon, ben, si c'est ça, on va terminer là-dessus. Et puis, comme je vous disais, n'hésitez pas là à nous contacter pour regarder l'assurance si jamais vous avez des questions. On le fait, on en vend, on en analyse et puis il n'y aura aucun problème, ça va nous faire plaisir. Donc, merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.